Alors bonsoir à tous, très content de vous accueillir chez vous en fait, mais on est très content de passer en tout cas avec vous cette soirée autour d'un thème que nous trouvons passionnant. Alors certains parmi vous ne manquez aucune des masterclass depuis maintenant 2 ans qu'elles existent, et j'ai envie de dire vous avez bien raison. Je pense que si j'étais à votre place, je ferais la même chose. Mais bienvenue à tous, on va passer à peu près 1 heure et demie ensemble. Certains parmi vous nous rejoignent peut-être pour la première fois, et c'est tout à fait sympathique. Et juste pour expliquer en 2-3 mots un petit peu comment on a travaillé, dans notre ministère AJC, donc le ministère AJC, c'est le ministère du pôle enfance, jeunesse, famille des églises CAEF. Dans notre ministère AJC, nous côtoyons des personnes, des églises, des enfants, des jeunes, des adultes, avec lesquels nous échangeons régulièrement et qui sont concernés par rapport au sujet que nous allons aborder ce soir. Autisme, trouble de l'attention, haut potentiel intellectuel. Et il y a pour nous ce désir d'en parler en toute simplicité et en toute vérité, et de le faire en invitant une personne formée à cela, tout en ayant une réelle expérience d'église, de vie d'église, puisque Nelly Ourcade, qui va être présentée dans un instant, est une chrétienne engagée, qui aime le Seigneur. Alors, peut-être pour plusieurs parmi vous, on a eu le privilège d'entendre son témoignage avec son mari Pierre-Henri dans une soirée hors série il y a quelques semaines, 3-4 semaines. Et ce soir, ce sera le second volet de notre sujet qui concerne à nouveau ces profils d'enfants, mais aussi de jeunes et d'adultes qui sont tout autant aimés que chacun par Dieu lui-même. Et nous nous réjouissons de commencer donc cette soirée. Du coup, Nelly, même si tu l'avais déjà fait lors de la première soirée, on a presque l'impression de très bien te connaître maintenant. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter simplement et nous dire pourquoi tu as ce sujet à cœur? Alors bonjour à tous et merci de vous être connectés. C'est vraiment touchant de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet. Je m'appelle Nelly Ourcade, donc j'habite dans le sud-ouest. J'ai 48 ans, je suis mariée. Avec Pierre-Henri, nous avons 4 enfants. Et en fait, moi, j'ai été touchée par le trouble du neurodéveloppement, puisque d'abord, nous avons notre dernier qui a été diagnostiqué vers l'âge de 12 ans. Ça nous est un peu tombé dessus comme ça, on n'a pas trop compris ce qui nous arrivait. Ensuite, on a eu notre fille de 22 ans qui a suivi au niveau diagnostic. Et pour finir, j'ai suivi niveau diagnostic. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 45 ans. Ça a été très révélateur. Et ça a été un super cheminement aussi avec le Seigneur. Et du coup, j'ai fait 4 ans de formation pour pouvoir accompagner des personnes et pour pouvoir en fait mettre à disposition, ce que moi, j'avais pas eu, ce que j'aurais aimé avoir. Il faut quand même savoir qu'au niveau foi, donc je suis très engagée, je m'occupe des jeunes, des ados et des jeunes adultes dans notre église avec mon mari. Et puis, je fais depuis 2 ans des études de counseling biblique, de conseil en relation d'aide biblique avec l'IBG, pour pouvoir parfaire cet accompagnement aussi dans l'Église. Et pourquoi je fais ça? Parce on a un vécu derrière ça, et un vécu pas toujours simple, avec pas mal de souffrances. Et donc, du coup, le Seigneur m'a montré que je pouvais, maintenant que je suis stabilisée, je pouvais à mon tour aider ceux qui ont besoin dans l'Église, et puis des fois peut-être même ramener des gens qui étaient engagés et qui n'ont pas pu rester dans l'Église faute d'avoir été accompagnés. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Merci beaucoup Nelly. Eh bien, sans plus tarder, une première question me taraude et elle va répondre aussi à l'une des questions qui a été posée par l'un de nos participants. TSA, TDAH, HPI, qu'est-ce que c'est tout ce sigle? On dirait presque du langage codé de James Bond ou je ne sais quoi, une énigme à résoudre peut-être, un passage en escape game, à moins que ce soit le titre de la prochaine saison de la série HPI. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, Nelly?
On va commencer tout de suite dans le vif du sujet, puisque vraiment c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Alors souvent on me dit que le HPI est un trouble du neurodéveloppement. La première des choses que j'ai voulu faire, c'est faire un tableau pour expliquer ce que c'est. Le TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. C'est un diagnostic médical, hein, donc c'est vraiment dans la sphère médicale. C'est reconnu comme un handicap par la maison départementale des personnes handicapées. Et pour un autisme simple, sans comorbidité embêtante, il n'y a pas de traitement. Le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est aussi un diagnostic médical. C'est aussi considéré comme un handicap dans notre société aujourd'hui. Et par contre, là, il y a un traitement possible quand vraiment les thérapies comportementales ne suffisent pas. Et le haut potentiel intellectuel, le HPI, c'est un test, c'est le VISC qui se fait passer chez une personne qui est habilitée à le passer, souvent des psychologues. C'est une particularité, un fonctionnement, et il n'y a pas de traitement pour ça puisque ce n'est pas dans la sphère médicale. Donc ça, c'était important de tout de suite poser le cadre. Merci Nelly. J'ai eu le privilège d'entendre ton témoignage et tu témoignes avoir été toi-même diagnostiqué TSA sur le tard. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce trouble, cette première partie sur le TSA? Donc, on va commencer par l'autisme. Donc, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein, tout ce que je vais dire. Ce qui est important, c'est que vous, éventuellement, si vous avez envie, vous prenez des notes parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Je vais essayer de cibler les grandes lignes pour que chacun comprenne un peu l'enjeu de chaque trouble. Donc, l'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement. On est dans la neurologie et dans le développement du cerveau, d'accord ? C'est classifié dans le DSM-5, qui est le manuel de classification des maladies mentales. Et pourtant, ce n'est pas une maladie. Alors, c'est là où il y a une incohérence, mais c'est comme ça. C'est un diagnostic médical, mais on n'est pas sur une maladie. Ça ne se guérit pas, d'accord ? C'est un trouble. Ça va de la naissance, hein, ça se joue vraiment au moment de la grossesse, même si les premiers troubles arrivent que très tardivement. L'autisme est déjà là dès la naissance, et ce jusqu'à la mort. Bien entendu, nous sommes chrétiens, nous savons que si Dieu veut agir et veut faire un miracle, il est toujours possible de faire un miracle. Mais en tout cas, c'est de la naissance à la mort. Il n'y a pas de traitement, comme j'ai dit tout à l'heure, sauf les comorbidités qui peuvent être nombreuses, on va les voir tout à l'heure. Et la psychothérapie ne sert absolument à rien. Dans l'autisme, ce sont des thérapies comportementales qu'on va mettre en place. C'est vraiment la Haute Autorité de Santé, la HAS, en 2018, qui a dit qu'on ne doit vraiment pas prendre en charge l'autisme par une psychothérapie. Il peut y avoir des psychologues spécialisés TSA qui font les thérapies comportementales, mais elles ne seront pas sur le volet psychothérapie simple. Tu peux passer la slide. Alors, il y a différentes formes d'autisme et de degrés et de personnes autistes. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui qu'il y a un autiste pour un autisme. Aujourd'hui, du coup, on parle de spectre pour ne plus cantonner les gens dans des cases. Avant, on parlait d'autisme de Kanner, on parlait d'Asperger, on parlait d'autisme de haut niveau, etc. Autisme infantile, c'est fini ça, d'accord ? Plus il est pris en charge tôt, d'où l'enjeu du dépistage précoce. À partir de 18 mois, on peut dépister les premiers signes. Plus il est pris en charge tôt, plus on a l'occasion de faire évoluer la personne, d'accord ? Parce qu'en fait, on va stimuler les connexions neuronales et du coup, la personne peut évoluer. C'est fini. Un enfant qui est non-verbal à 3 ans, on ne va plus dire qu'il sera non-verbal toute sa vie. On sait que si on le stimule, vers 6-7 ans, il peut se mettre à parler. Donc, c'est vraiment important de toujours stimuler par les thérapies comportementales. Il ne se voit pas chez les personnes qui sont non déficientes intellectuelles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'adultes qui sont diagnostiqués et qui savaient qu'ils étaient différents, mais qui étaient incapables de dire que c'était de l'autisme. Et être autiste sans déficience intellectuelle, c'est-à-dire Asperger, ne veut pas dire être un petit génie. Ça, c'est une idée reçue. C'est les intérêts restreints sur certains points qui font qu'on peut devenir expert sur certaines choses, mais ça ne fait pas de nous des petits génies.
Alors, pour être autiste, il faut rentrer dans ce qu'on appelle la dyade autistique. Dans la dyade autistique, il y a 2 grands groupes. Il y a le trouble des interactions sociales et ou de la communication, je vais détailler tout à l'heure, et les stéréotypies, qui sont des gestes répétés, les intérêts restreints et les troubles de l'intégration sensorielle, pardon, on va en parler. Alors, les problèmes de communication, on peut avoir des difficultés de verbalisation, on peut avoir des personnes qui n'arrivent encore pas à parler et qui ont besoin justement de travailler ça, une difficulté dans la capacité de l'élocution, ne pas savoir trouver les bons mots. Moi, ça m'arrive souvent que des fois, je n'ai pas le mot approprié. Et les difficultés dans la communication, en fait, c'est des difficultés dans la communication qui est réceptive, ce qu'on reçoit, et expressive, celle qu'on va donner. Du coup, quand on a des difficultés de communication, eh bien, ça biaise les interactions sociales. Donc, c'est très étroitement lié. Difficulté dans la reconnaissance des émotions. Beaucoup de personnes autistes ne savent pas reconnaître leurs propres émotions, ni les émotions des autres. Donc, par exemple, dans une classe, vous grondez un enfant qui est autiste et il va vous rigoler au nez. Ce n'est pas forcément qu'il est en train de vous défier. Il n'a peut-être juste pas compris l'état de votre émotion. Des difficultés de la théorie de l'esprit. Des fois, il y a un grand déficit. La théorie de l'esprit, c'est la théorie de Baron Cohen qui consiste à comprendre, enfin, anticiper les états mentaux d'une autre personne. Donc, il faut avoir une bonne lecture du non-verbal de la personne pour pouvoir le faire. Sauf que chez les personnes autistes, on n'a pas ce non-verbal. Donc, on n'a pas cet implicite non plus dans les consignes. Les enfants qui sont autistes, très régulièrement, ils ne comprennent pas les consignes. Il faut vraiment expliquer dans le détail ce qu'on attend par exemple, souvent, ils sont beaucoup plus scientifiques. Pourquoi? Parce que les consignes scientifiques sont beaucoup plus claires, beaucoup plus objectives, alors que vous êtes en français, vous êtes en philo, etc. C'est beaucoup plus compliqué au niveau de l'implicite. Les codes sociaux, c'est très compliqué comme on a toute notre compréhension est littérale. Donc, les codes sociaux s'apprennent. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile pour une personne autiste de les comprendre, ces codes sociaux. Donc, ça peut donner des situations très compliquées. La non-compréhension du langage non-verbal. Il faut savoir qu'on a, je crois, 90% de langage non-verbal. Et en fait, quand on n'a pas le langage non-verbal, vous comprenez qu'en fait, on est vraiment très handicapé par rapport à l'interaction avec l'autre. Pas de second degré. Par exemple, vous faites des blagues avec moi. Moi, le second degré, ça va être compliqué. Donc là aussi, ça peut amener des situations complexes. Et le manque d'inhibition. Le manque d'inhibition, c'est par exemple les personnes qui sont sans filtre, qui disent clairement ce qu'elles pensent, sans prendre conscience de l'impact que ça va avoir sur les autres. Et c'est très douloureux parce que souvent, quand on est sans filtre, on reçoit en retour quelque chose d'assez violent et on ne comprend pas parce qu'on n'a pas cette compréhension qu'on était sans filtre. C'est une histoire d'anxiété, l'autisme. Il y a beaucoup d'anxiété dans l'autisme, dans tous ses paramètres. Bon, on a le trouble anxieux généralisé, qui est une pathologie à elle seule, différente, qui peut être associée à l'autisme, mais on n'est pas obligé d'être dans un trouble anxieux généralisé pour en avoir. C'est dû aux divers fonctionnements qui sont sociaux, donc tout ce que je viens de vous expliquer qui est très difficile dans la relation à l'autre, mais aussi internes, les problèmes sensoriels, etc. Ça va donner beaucoup d'anxiété. Donc, comme ça part du système nerveux central, c'est une histoire de connexion neuronale, c'est physiologique. Donc, ce n'est pas toujours un manque de foi. Souvent, quand on est autiste, qu'on dit qu'on a des anxiétés, qu'on a des angoisses, dans l'Église, on serait tenté de vous dire oui, mais appuie-toi sur Jésus, mais ce n'est pas toujours aussi facile que ça quand on est autiste. Alors, ce qui fait baisser l'anxiété, et c'est pour ça qu'on en a en tant qu'autiste, c'est les intérêts restreints. Alors ça, c'est génial. Quand on est dans un intérêt restreint, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace autour de nous, on est complètement focalisé sur notre intérêt. C'est d'ailleurs bien la problématique parce que ça devient envahissant, mais ça fait énormément baisser l'anxiété. On est dans quelque chose qu'on maîtrise, qu'on connaît, et c'est très agréable, et en plus qu'on aime. Donc c'est très agréable, et c'est pour ça qu'on devient des experts d'ailleurs, parce que alors on n'a aucun problème à passer des heures là-dessus.
Les stéréotypies, c'est les gestes répétés. Donc, ça peut être n'importe quel geste, hein, des craquements, ça peut être des balancements, se taper, etc. C'est souvent en lien avec les autostimulations sensorielles. Et souvent, une personne qui va être stressée, en fait, ces stéréotypies vont augmenter. Voilà. Alors, par exemple, les stéréotypies, un petit exemple, c'est important de ne pas systématiquement demander à l'enfant de ne plus le faire parce que ça ne va faire que augmenter l'anxiété. Et puis, les autostimulations sensorielles ou les évitements, ça va dépendre de l'hyper ou de l'hyposensorialité de la personne. L'autisme et ses comorbidités. Il y a beaucoup de comorbidités dans l'autisme, j'en ai mis que quelques-unes. Il y en a beaucoup plus. Il y a 60% de troubles du sommeil qui est dû à un déficit en mélatonine, voire des fois une absence de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc souvent, ils sont traités par de la mélatonine en comprimé. Il y a 40% d'épilepsie, donc le trouble anxieux généralisé. Très souvent, on a des personnes autistes qui ont aussi le TDAH ou des troubles dys, donc dyspraxie, dyscalculie, dyslexie, dysgraphie, enfin, il y a toutes sortes de troubles dys. Et des troubles gastro-intestinaux, 46,7% des enfants TSA en ont. Je n'ai pas eu les chiffres des adultes. Ça s'explique que les chercheurs ont pu découvrir que la paroi intestinale des personnes autistes est perméable, donc elle laisse passer les toxines. Donc ça fait beaucoup de problèmes gastro-intestinaux. Ils sont en train de faire des recherches dessus pour pouvoir le traiter. Des dépressions. 50% des ados TSA sont dépressifs. Il y a un vrai enjeu de risque de suicide. Et malheureusement, c'est pas, même si ces enfants-là, ils ont la foi, ça peut arriver qu'ils soient quand même en dépression parce que leur corps est tellement dans une inadaptation et un déséquilibre que c'est difficile à vivre de l'intérieur. Et une déficience intellectuelle à 35%. Donc, vous voyez, c'est un tiers des personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, on peut imaginer qu'il y a quand même un gros morceau de personnes qui sont sans déficience, donc des Asperger. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais le syndrome d'Ehlers dans l'os, il y a un consensus. Il y en a qui disent que c'est lié, il y en a qui disent que c'est pas lié. La recherche est dessus actuellement. Alors, les particularités sensorielles, pour moi, je pense que c'est un gros morceau dans l'autisme et qu'on le recherche pas assez. C'est pour ça que j'ai fait des formations là-dessus pour pouvoir les découvrir pour chaque personne, parce que je pense que c'est énormément important à partir du moment où ça donne des troubles du comportement. Donc, dans l'autisme, tout comme dans le trouble neurodéveloppemental en général, quand il y a des particularités sensorielles, on va rechercher plusieurs sens, pas seulement les 5 sens que tout le monde connaît. On a le visuel, l'auditif, le tactile, le gustatif, l'olfactif, c'est l'odorat. Le proprioceptif, c'est l'appui sur les muscles, les os, les ligaments, les tendons. Mine de rien, ça a un grand impact. La nociception, qui est notre rapport à la douleur, le vestibulaire, qui est la recherche de l'équilibre et qui, mine de rien, est important dans notre corps, et la thermorégulation, qui est la capacité de s'adapter comment on appelle ça, aux températures extérieures, en fait. Donc, tout ça, va y avoir des déséquilibres. Et ces déséquilibres s'expliquent qu'en fait, c'est comme une autoroute bouchée entre le système nerveux central et les nerfs sensitifs. Alors, des fois, le canal qui relie le système nerveux central et le nerf sensitif en question, il va être soit hyper ouvert et donc on a une hypersensibilité, soit vraiment trop fermé et du coup on aura une hyposensorialité. Et dans l'hyposensorialité, la personne elle est obligée de se stimuler pour pouvoir ressentir son corps et ressentir son sens, en fait. C'est pour ça qu'on a des autistes qui se balancent, c'est pour ça qu'on a des autistes qui se mordent quand ils ont une hyposensibilité proprioceptive. Se faire mal, c'est ressentir son corps, par exemple. Voilà, il y a plein il y a beaucoup de choses qui se règlent aussi par la sensorialité. Tout ça, alors il y a plein encore d'autres choses à dire sur l'autisme, mais je ne peux pas en dire plus ce soir, sinon on en a pour 4 heures.
Mais tout le dysfonctionnement que ça crée dans le corps, l'autisme, va faire en sorte que la personne, pour pouvoir vivre dans la société, elle est en suradaptation. Et on sait notamment que les filles, elles font ce qu'on appelle du masking, c'est-à-dire qu'inconsciemment, elles cachent leurs troubles pour pouvoir s'adapter. Les garçons aussi, hein, mais il y a une plus grande propension de filles. Et du coup, cette suradaptation, arrivée à un moment donné, eh bien, elle va s'effondrer parce que c'est pas possible pour un être humain. D'accord? On appelle ça j'ai perdu le mot. Comment on appelle ça? Une décompensation, pardon. Et donc, du coup, quand il y a une décompensation, eh bien, il va y avoir des crises. Alors, le commun des mortels connaît la crise de l'autiste qui tape, qui crie, et c'est souvent des meltdowns. C'est des crises de colère explosive. La personne casse, elle tape les autres, elle se tape elle-même, elle est irrationnelle, on ne peut pas la calmer. Et en fait, cette crise, elle n'est pas folle, hein, c'est juste qu'elle a eu tellement de stimulation cognitive, émotionnelle, sensorielle et sociale que le cerveau, en fait, il est comme dans un bug. Donc, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Donc, le meltdown, c'est quand ça explose. Le shutdown, c'est une crise d'effondrement émotionnel. Donc, la personne, pareil, elle a des surstimulations, elle n'en peut plus, elle est à bout, elle est trop fatiguée, c'est trop de choses, son cerveau, il est comme une turbine qui ne s'arrête pas. Et du coup, cette personne, elle va plutôt être dans un repli sur elle-même, beaucoup s'effondrer émotionnellement, pleurer, avoir une mauvaise image d'elle-même, parfois même s'automutiler. Vraiment, ça peut être très, très douloureux, les meltdowns et les shutdowns. Et quand la personne n'arrive pas à sortir de ces crises et quand ça s'installe sur la durée trop longtemps, on appelle ça un burn-out autistique. C'est une sorte de dépression, une crise qui s'installe sur la durée. Pour donner un exemple, moi, j'ai fait un burn-out autistique de 15 ans, mais j'en étais pas consciente en fait. Et en fait, ce qui a fait que j'étais dans le burn-out autistique, c'est que par exemple, j'étais extrêmement angoissée pour tout. Je me mettais beaucoup en colère. J'avais une gestion des émotions vraiment dans les pâquerettes. Et j'ai eu des idées noires alors que j'étais chrétienne, hein, alors que j'étais vraiment... je m'appuyais sur le Seigneur de toutes mes forces, mais c'était une vraie lutte. Et d'ailleurs, je peux remercier le Seigneur parce qu'il m'a vraiment sorti de là. Et l'incapacité de reposer son cerveau. Vous savez, quand on est autiste, même quand on est TDAH, on a la même chose, cette sensation que le cerveau s'arrête jamais jour et nuit, qu'il est en mode je suis à fond et je n'ai pas trouvé le bouton off en fait. La prochaine slide. Alors, merci Nelly. C'est le moment maintenant juste de se poser cette question. Je ne sais pas pour vous, chers participants qui partagez cette soirée avec nous, en écoutant Nelly en particulier sur la diade, j'allais dire la diade artistique, mais c'est la diade autistique, et puis sur les troubles de l'anxiété. Donc, c'est à la fois les troubles des interactions sociales et de la communication, les stéréotypies, intérêt restreint, troubles de l'intégration sociale et donc ou l'anxiété. Est-ce que vous avez, en écoutant Nelly, eu l'impression de penser soit peut-être à vous ou à quelqu'un autour de vous où vous vous êtes dit tiens oui là j'ai l'impression autour de moi je peux dire que il y a des éléments qui m'ont fait penser à telle personne. Alors si c'est le cas, ben voilà, vous avez compris le truc. Si vous avez déjà flashé le code, vous n'avez plus qu'à répondre à cette question. Si c'est pas encore le cas, regardez en haut à gauche de votre écran. En haut à gauche de votre écran, vous avez le flash code qui vous permet de flasher et de répondre à cette question. Et je précise que c'est une question anonyme. C'est juste pour essayer de voir un petit peu vous. Ça vous permet de réfléchir un petit peu à cette question, si vous connaissez quelqu'un autour de vous. Et puis en même temps, ça permet de voir un petit peu s'il y a quelque chose qui ressort. Alors bien sûr, il n'y a rien de représentatif dans ce petit questionnaire. Je ne sais pas si Nelly, tu veux le commenter. Il y a pour l'instant un peu plus des troubles des interactions sociales ou de la communication a priori, et c'est assez même important, je dirais, par rapport à ceux qui ont répondu. Je pense qu'en plus, dans l'Église, l'anxiété, c'est quelque chose d'assez tabou et qu'on n'ose pas trop de dire qu'on a de l'anxiété parce que ça passe tout de suite pour un manque de foi. Et donc, ça ne m'étonne pas trop, en fait. Mais je vois que les deux premiers sont très... Quoique l'anxiété augmente quand même. Tu vois, maintenant que tu as dit ça, on sait que
Ce qui est rassurant, hein, c'est que on voit aussi, on voit le mot angoisse n'est pas un mot tabou hein, dans la Bible, hein, parce qu'on sait que Paul a parlé d'angoisse. Alors le psalmiste, hein, David, parle d'angoisse. Ça me rassure toujours quand je vois que je suis pas le seul à pouvoir avoir de l'anxiété dans des différentes situations, même si j'ai envie bien sûr de dépasser ces moments-là et de me décharger sur Dieu de chacun de mes soucis, de mes fardeaux. En tout cas, voilà, ça nous donne un peu une idée, en sachant qu'on peut bien sûr répondre à plusieurs choses dans ce questionnaire. Merci à chacun pour votre participation. Je pose du coup une autre question à Nelly. Donc tu as différencié le TSA du TDAH, Oui. mais que maintenant tu peux nous en dire un peu plus à présent sur les troubles de l'attention. Voilà. Alors, c'est très similaire, hein, vous allez retrouver pas mal de choses. Ça reste un trouble du neurodéveloppement de toute façon. Donc, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, d'après le DSM-5, les troubles débutent souvent avant 12 ans. C'est pareil, hein, c'est de naissance. Pour qu'il y ait un diagnostic, il faut qu'il y ait une persistance des troubles pendant au moins 6 mois et généralisée dans toutes les sphères de l'enfant ou de la personne, famille, école, travail. Le retentissement est important dans la vie de la personne. Souvent, c'est une personne qui est très impactée par ce trouble et c'est très compliqué à elle pour elle de vivre. Alors, je ne l'ai pas dit pour l'autisme. L'autisme, c'est une naissance sur 100, c'est 1% de la population. Les chercheurs sont en train de parler d'une naissance pour 69, à savoir qu'en Amérique et au Brésil, ils sont à une naissance pour 35. Donc, c'est vraiment un trouble qui tend à être de plus en plus important. En France et en Europe, le TDAH, c'est 3 à 5% des enfants, c'est quand même beaucoup, et 3% des adultes. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est souvent un trouble qui est assez tabou, parce que souvent on dit oui, les TDAH, on parle toujours d'étiquettes. Pareil avec l'autisme, mais je trouve encore plus avec le TDAH. Donc, c'est associé souvent à d'autres troubles, des fonctions cognitives, donc tout ce qui est l'attention, la mémoire, des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont très importantes pour nous, les humains. Je vais le dire sur la prochaine slide. Et il y a aussi un déficit des fonctions exécutives dans l'autisme. Des problèmes psychomoteurs, une inadaptation à un rejet social assez important. Dans le TDAH, une mauvaise image de soi, aussi des troubles du sommeil, des prétroubles. Un peu la slide. Est-ce que vous êtes toujours là? Ouais. Oui, Nelly, je crois que nous t'entendons. Peut-être le son était un petit peu moyen pendant 10 secondes chez moi. Je ne sais pas si c'était le cas pour les participants aussi, Oui. mais ça a l'air de Et moi, reprendre. j'avais marqué aussi, voilà, j'avais une instabilité du réseau. Oui, un petit bug apparemment pour d'autres. Est-ce que peut-être tu pourrais juste Ouais. reprendre peut-être la slide d'avant? Ouais, super. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tout le monde m'a entendu jusqu'au bout sur cette J'ai l'impression Sur que les ça troubles associés, peut-être Nelly, tu peux slide ou reprendre pas? parce que ça a coupé à ce moment-là sur la fin de la Et je slide. vous entends plus de nouveau. Nelly, tu nous entends? Oh, ça coupe. Eh Oui, ouais, là, je est-ce que vous tu nous entends. entends là? Ok, on te disait sur la fin de la slide, quand tu étais aux troubles associés, sur la fin, c'est là que ça a bugué, peut-être tu peux reprendre à ce Oui, moment-là. en fait, il y a des En troubles espérant que la connexion soit bonne. au niveau des fonctions cognitives et exécutives, tout ce qui est attention, mémoire, apprentissage, les troubles 10, etc. Des troubles psychomoteurs, une inadaptation et un rejet social, une mauvaise image de soi, des troubles du sommeil comme dans l'autisme, de la dépression et du trouble anxieux, etc. Il y a une palette de troubles associés. Le trouble de l'attention peut être sans hyperactivité et avec impulsivité. Avec hyperactivité et avec impulsivité, en fait, ça peut s'imbriquer les uns des autres. C'est les mêmes facteurs de l'autisme, j'en ai pas parlé. Les facteurs du trouble neurodéveloppemental en général, ça va être quoi? Ça va être déjà des facteurs environnementaux. On sait aujourd'hui par certaines études que toute notre pollution externe
pollution de l'air. Qu'est-ce qu'ils ont mis en cause? Ils ont mis en cause l'alimentation, les échographies à outrance, etc. C'est plurifactoriel. C'est jamais qu'un seul facteur, hein. Attention qu'on ne méprenne pas sur ce que je dis. Certaines césariennes de confort, ils sont aussi sur une étude là-dessus. Et puis aussi des facteurs biologiques, les médicaments pendant la grossesse, les maladies pendant la grossesse, tout ça, ça peut avoir un lien avec l'autisme. Et finalement, ça s'inscrit dans la génétique. On sait que quand les facteurs environnementaux et biologiques sont trop importants et trop souvent, eh bien finalement, ça finit par s'inscrire dans la génétique de l'être humain. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop identifié les gènes de l'autisme. Ça commence à venir. On est vraiment, hein, la recherche, ça fait à peu près 10 ans qu'ils sont en train de trouver des choses vraiment très spécifiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que les diagnostics augmentent, parce qu'on sait mieux diagnostiquer aujourd'hui qu'il y a encore 5 ans en arrière. C'est bon. Alors, le TDAH, les fonctions exécutives donc, sont altérées sur le TDAH. Elles agissent sur l'attention de la personne à rester focalisée sur une tâche, la planification et l'organisation. Donc, si vous donnez quelque chose à faire à un enfant et que vous ne lui montrez pas les étapes pour pouvoir faire les choses, ben, il va très vite être perdu. Par exemple, un enfant TDAH, lui dire calme-toi ou concentre-toi, c'est une ineptie. Ça ne sert à rien parce qu'il ne peut pas. Voilà. L'inhibition, alors il faut savoir, c'est ce que je disais, hein, le déficit des fonctions exécutives se trouve aussi dans l'autisme, donc on a la même chose. Donc l'inhibition qui est très marquée aussi chez les enfants TDAH, et c'est d'ailleurs ce qui pose problème, hein. J'ai été en camp une fois et il y avait un ado qui était TDAH et qui parlait pas super bien. Et très vite et très saccadé et très brut de décoffrage et son mono le prenait vraiment pour lui. Et c'était compliqué parce qu'il était rentré dans un rapport de force et il a fallu que j'explique au mono que c'était pas voulu, quoi, que en fait c'était sa façon de s'exprimer et qu'il fallait lui dire que ça s'apprend, mais de manière beaucoup plus apaisée. Il y a quand même quelque chose dans la Bible qui dit qu'une réponse calme apaise la colère. Et je pense que là, on est tout à fait là-dedans. La mémoire de travail, du coup, la mémoire de travail est altérée. Il y a très vite les choses qui partent, les mémorisations qui partent. Et donc, c'est des personnes, tout comme les autistes, qui ont besoin de visuels pour se rappeler les choses. Et la flexibilité mentale, alors ça, j'en ai pas parlé dans l'autisme tout à l'heure, mais la flexibilité mentale, quand elle fait défaut, eh bien, c'est des personnes qui ont beaucoup de mal avec les transitions, avec les changements. Changement de personne, de lieu, d'activité, ça va être extrêmement compliqué et ça peut même donner des crises. Donc, il faut en être conscient, en fait. Et du coup, voilà. Donc, quand il y a ces fonctions exécutives qui sont altérées, c'est très compliqué. Il y a un défaut dans le circuit de la motivation, tout comme l'autisme, mais qui est un tout petit peu plus marqué chez le TDAH, parce qu'il y a un déficit en dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone de la motivation et du plaisir. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont un apport de dopamine suffisant et rapidement? C'est l'écran. Donc, très souvent, ces enfants-là sont plus sur écran. Et en fait, à tort, on dit « Ah, mais non, c'est parce qu'ils sont sur écran qu'ils ont du TDAH. » Alors, il y a une polémique. Oui, effectivement, il y a certains enfants qui ont trop d'écran, qui n'ont pas de TDAH et qui ont des fois des comportements similaires et qu'il faudrait qu'ils baissent leur consommation d'écran. Mais un vrai TDAH, s'il est sur écran, c'est normal parce que quelque part, ça le canalise et ça lui donne la dopamine dont il a besoin. Donc, en fait, les professionnels vont être là pour l'aider à gérer cette gestion des écrans. L'enfant TDAH est souvent rejeté et ses parents aussi. Pareil dans l'autisme, mais j'ai envie de dire c'est presque plus dans le TDAH dans le sens où il y a un vrai trouble du comportement très énervé, toujours en agitation, etc. C'est fatigant pour l'entourage. Et du coup, c'est souvent des enfants qu'on dit qu'ils ne sont pas élevés. Ah, mais il ne sait pas élever son enfant. Eh bien, c'est compliqué parce que pour les parents, j'en avais parlé sur la première masterclass sur le trouble du comportement, c'est très réducteur et c'est très culpabilisant. Donc, ce n'est pas forcément des enfants qui n'ont pas de cadre, au contraire.
mais c'est des enfants qui, voilà, qui doivent apprendre en grandissant petit à petit comment apprendre à penser à l'autre. C'est pas évident quand on n'a pas cette capacité des interactions sociales de savoir penser à l'autre et savoir qu'on peut faire mal à l'autre. C'est un concept très difficile. Une prise en charge comportementale est indispensable. Adapter l'environnement doit être mis en place dans tous les domaines de la vie de la personne, y compris dans l'Église, avec l'aide des parents, de la famille. Et parfois, un traitement par méthylphénidate est préconisé pour ces enfants-là. Le méthylphénidate, c'est entre autres la Ritaline. Alors, ce sont des forts médicaments, mais certains enfants ne peuvent vraiment, vraiment pas se calmer. Donc, pour pouvoir avoir des apprentissages adaptés à l'école, on leur donne du méthylphénidate. Sachez juste une chose, que ces enfants-là, ils n'en ont jamais le week-end. Du moment qu'ils ne sont pas à l'école, ils n'en ont pas. Donc, si ils sont complètement surexcités quand ils arrivent à l'église, c'est normal. Donc, voilà. La souffrance des parents, on ne peut pas ne pas en parler, notamment dans l'église. Alors là, je vais parler de l'enfant TDAH parce que c'est très visible, etc. Mais je vous assure que les enfants de parents autistes sont dans la même souffrance. Et même certains enfants de parents d'enfants HPI, parce que les HPI peuvent aussi vous retrancher dans votre zone de confort. Et des fois, ce n'est pas facile à vivre. C'est difficile pour les parents parce qu'ils sont jugés, comme je disais, de mauvais parents. Et ça, c'est très compliqué. Vous avez des jeunes parents qui se construisent. On ne naît pas parent, on devient parent. Alors, quand la société vous renvoie que vous êtes de mauvais parents, ben, c'est hyper compliqué de se faire confiance et d'écouter, voilà, de comprendre. Alors, quand on a Dieu, c'est bien parce que forcément, ça nous aide, ça nous canalise sur un chemin. Mais ça ne fait pas tout parce que quand dans l'Église, on est stigmatisé ou jugé, ça peut arriver, eh bien, c'est encore plus difficile. Ils sont épuisés par la gestion de l'enfant. Il faut savoir que quand on a un enfant avec un trouble du neurodéveloppemental, c'est fatigant. Il y a les rendez-vous à honorer, l'enfant fait des crises, il faut les gérer, il n'a pas de flexibilité mentale, il ne supporte pas les changements. Si vous anticipez pas le moindre truc, il ne le fait pas. Enfin bref, c'est très, très, très épuisant. Donc, il faut aussi comprendre ces parents-là par rapport à ça. Ils sont découragés des fois par la société et ils ont peur de l'avenir de leur enfant. C'est une réalité. Ils ne savent pas s'il va être autonome, si ça va bien se passer, s'il ne va pas être harcelé. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et ils sont peu entendus par la sphère médico-sociale parce qu'encore aujourd'hui, on manque de formation dans la sphère médico-sociale. Et ceux qui sont formés, ils sont tellement peu nombreux qu'ils n'ont pas le temps, en fait, de prendre soin des parents. Voilà. Il y a une immense fatigue. Ça, c'est une composante très importante. Donc, dans le TDAH et dans l'autisme, mais dans certains troubles 10 aussi, quand ils sont trop importants, il faut comprendre que ces personnes, elles sont épuisées et qu'elles ont besoin de notre indulgence. Si il y a des fois des interactions qui sont conflictuelles, ça peut être aussi dû à cette fatigue. Les enfants donc qui sont avec un TND, TND, c'est troubles du neurodéveloppement diagnostiqués. Comme j'ai dit, des fois, ils ont 3-4 rendez-vous dans la semaine, plus l'école, plus les devoirs. Donc, ça génère une fatigue importante. Donc, c'est important de la prendre en compte, surtout quand il y a un trouble du comportement. Par contre, cette fatigue n'empêche pas un adulte atypique de servir dans l'Église avec ses dons. Ça sera juste à lui de mettre les autres au courant de ses capacités au niveau fatigue. Voilà, tout simplement. Pour donner un exemple, tu peux changer la slide. Pour donner un exemple, moi, je suis obligée de faire une sieste quasiment tous les jours parce que je n'arrive pas à tenir une journée. C'est très compliqué. Merci Nelly. Alors, si je t'ai bien suivi, TSA, trouble du spectre autistique, Oui. TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc on Ouais. commence à y voir un peu plus clair. Mais il nous reste encore un sigle qui est HPI. Alors c'est le nom d'une série à succès. Et c'est aussi quelque chose dont on entend parler
régulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il s'agit? Ouais. Alors, même si ce n'est pas un trouble du neurodéveloppement, j'ai 2 enfants HPI donc, qui ont été testés. Je sais que ça peut donner des grandes problématiques aussi hein, au niveau de la gestion de ces enfants-là ou de ces adultes-là. Donc là, je vous ai fait, en fait, vous pouvez le voir, hein, un tableau avec un peu tout ce que ça regroupe comme spécificité, le HPI. Donc, en fait, c'est un fonctionnement intellectuel plus efficient, plus rapide, plus fluide, j'ai envie de dire, que d'autres. Il y a aussi une très grande hypersensibilité émotionnelle. Souvent, les HPI disent « moi, je suis un grand hypersensible ». Alors, on peut mettre tout derrière ce mot hypersensible, hein, mais il y a des personnes qui sont vraiment extrêmement sensibles au niveau émotionnel et ça peut être vraiment difficile à vivre des fois. Ils ont un raisonnement logique, fluide, etc. Donc ça, c'est chouette. Mais ils ont aussi une grande lucidité sur les choses de la vie, sur la compréhension de la vie. Alors, quand ils sont chrétiens, c'est super, parce qu'ils ils peuvent être vraiment une force dans l'Église par rapport à ça, parce ils comprennent, ils ont une finesse, ils comprennent vraiment les choses spirituelles, etc. Mais des fois, c'est très difficile à vivre parce qu'on est des fois trop lucide sur les choses. Et souvent, les HPI disent « moi, je ne suis pas de ce monde, en fait. Je ne me retrouve pas dans ce monde. » Du coup, c'est difficile de vivre avec leur père. Ils ont une pensée en arborescence. Quand ils ont une idée, ils en ont 10 000 qui arrivent en même temps. Donc, c'est très difficile de les canaliser. Alors, ils ont des capacités visuo-spatiales que je n'ai pas. Ça, c'est une grande force aussi de pouvoir vraiment voir par rapport aux objets, etc. Ils ont vraiment des super capacités. Ce sont souvent des personnes qui veulent tout savoir, surtout, qui sont hyper gourmands de toutes choses, au niveau intellectuel, qui ont ce besoin-là tout le temps. Et une hyperesthésie, c'est-à-dire que des fois, leurs hypersensibilités se transforment parfois même en douleur et donc, dans le corps. Donc ça, c'est un peu compliqué pour eux. Ils sont assez fragiles par rapport à ça. Et une vitesse de traitement de l'information. Donc, il y en a qui vont avoir une vitesse de traitement de l'information hyper importante et d'autres qui vont avoir une vitesse de traitement de l'information très basse. Donc, on va définir un profil de ces personnes. Quand le profil est homogène, donc il se tient, on va pouvoir mettre un chiffre sur les cotations. Et quand on ne peut pas mettre de chiffre, parce que par exemple, la vitesse de traitement de l'information est beaucoup trop basse par rapport au reste, donc elle va déséquilibrer le chiffre. Du coup, on dit qu'il est hétérogène et on ne met pas de chiffre. À savoir que très souvent, il y a des HPI qui sont TSA et que dans la majorité des cas, le profil était hétérogène. Alors, le HPI, c'est un enfant qui va vous solliciter tout le temps parce qu'il veut des encyclopédies, il veut voir C'est pas sorcier, enfin, il va vouloir tout voir, tout connaître. Donc, ça, c'est quelque chose d'hyper agréable, c'est très chouette. Même au niveau de la Bible, hein, moi, je sais qu'à l'enseignement des enfants, les enfants qui sont très efficients comme ça, ils sont hyper intéressants parce ils ont lu la Bible, ils lisent la Bible, ils cherchent à la comprendre. Il y a quelque chose d'assez intéressant avec eux à creuser. Mais sa difficulté au HPI, ça va être de s'ennuyer avec ses pairs, c'est-à-dire les enfants de son âge. Souvent, c'est des enfants qui vont vers les plus grands. Et à l'école aussi, il s'ennuie, ce qui va souvent l'isoler. Donc, non seulement ça va l'isoler, mais en plus, ça peut lui faire perdre ses capacités d'apprentissage à force, parce que l'ennui, il n'y a rien de pire pour un HPI. Ils ont des capacités d'apprentissage hors normes, ils apprennent très vite, mais parfois, ils se sabotent. Donc, on a des enfants HPI qui sont mauvais à l'école. On dit, mais non, il n'est pas HPI, il n'a même pas la moyenne. Oui, mais ça ne veut rien dire, parce que des fois, ils se sabotent. Alors, ils peuvent se saboter pour 1000 raisons. Il faut savoir déjà dans le fonctionnement de l'enfant que d'appartenir à un groupe, c'est très important, surtout à l'adolescence. Et que quand on est hors norme et qu'on est taxé de hors norme, eh bien, on n'aime pas ça quand on est ado. On veut se fondre dans la masse. Donc, on va se saboter consciemment pour pouvoir être comme les autres. Donc ça peut arriver. Donc les résultats scolaires ne sont pas représentatifs du haut potentiel intellectuel. Il peut être rejeté par ses copains, par jalousie, parce que c'est l'intello de la classe, ou par incompréhension, parce que des fois, il y en a certains, ils ont un langage élaboré que d'autres n'ont pas, ils ont une compréhension, une lucidité sur les choses que d'autres n'ont pas, et donc il va y avoir un rejet de cette différence. Et c'est souvent des personnes qui vont se dire, moi, je ne suis pas comme tout le monde, je me sens vraiment à part.
La première des choses qui viennent quand ils viennent dans le cabinet, c'est dire je suis à part, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis à part. Donc, beaucoup de personnes pensent être HPI et en fait sont des TSA. Moi, ça a été le cas pour mes enfants. Et j'en vois beaucoup en cabinet. Et ça ne veut pas dire que tous les HPI sont des TSA, mais il y en a beaucoup quand même. Je veux bien la slide suivante. Est-ce que vous m'avez? Ouais. Alors, avec tout ça, donc je vous ai fait vraiment le minimum hein, parce qu'il y a beaucoup autres choses à dire. On peut être une personne autiste. On peut cumuler avec un HPI, avec un TDAH, des troubles 10. Tout peut s'embriquer, d'accord? On peut être TDAH et avoir des troubles 10, on peut être HPI et avoir un TDAH, etc. Tous ces troubles, et on ne sait pas pourquoi le HPI qui n'est pas dans le trouble neurodéveloppemental est souvent très lié, mais il n'en fait pas partie. Mais il est juste à côté, mais il est souvent très lié. Tous ces troubles peuvent se mélanger ou pas. Depuis quelques années, beaucoup d'adultes sont diagnostiqués après avoir passé des années à lutter contre des fonctionnements atypiques. Premièrement, parce qu'on connaît mieux les diagnostics et on sait mieux diagnostiquer. Deuxièmement, parce qu'on en entend beaucoup plus parler et que les gens voient des témoignages sur Internet et se disent « mais en fait, je suis pareil ». Donc, du coup, les gens commencent à se questionner. Et souvent, c'est important de répondre à ces personnes qui se questionnent parce que finalement, ça mettra pour eux des mots sur les mots. C'est pas parce qu'on a le Seigneur et qu'on est heureux avec le Seigneur, etc., que les choses qui ne vont pas, on ne doit pas les regarder et on doit faire comme si elles n'existaient pas. Des fois, mettre des mots sur les mots, ça change les choses. Et je l'ai dit dans mon témoignage, chez nous, j'ai crié à Dieu pour qu'il nous montre vraiment quel était le dysfonctionnement de notre famille. Et c'est par ces diagnostics que ça a changé tout le fonctionnement de notre famille parce qu'on a pu s'adapter. Et ça, c'est très important. Une personne qui a un cancer, si vous regardez pas quel style de cancer, où il est, à quel stade il est, etc., vous ne pourrez pas le traiter correctement. Eh bien, même si l'autisme, le trouble neurodéveloppemental, ça ne se traite pas avec des médicaments et puis ça ne se guérit pas, au moins savoir adapter les stratégies comportementales aux troubles de la personne en particulier. Alors justement, Nelly, maintenant qu'on y voit plus clair, avec ces précisions, il y a quand même une question que j'aimerais te poser, peut-être plusieurs parmi nous se la posons. Que faire si nous sommes concernés par l'un de ces troubles? Alors, que faire que si on... Alors, ça, je ne l'ai pas prévu sur vraiment la slide. C'est de trouver un professionnel qui est formé, qui saura vous dépister, voire vous orienter ou vous diagnostiquer. C'est très important de trouver de bons professionnels. Alors, on ne les connaît pas toujours, mais par exemple, une valeur sûre pour l'autisme, quand on a un doute, on a dans tous les départements un centre de ressources autisme, un CRA, qui peuvent répondre à vos questions. Donc ça, c'est très important. Et dans ces CRA, vous pouvez parler du TDAH et de vos interrogations. Il faut savoir que les TDAH, ils peuvent être diagnostiqués par les neuropsychologues. Tous les neuropsychologues ne diagnostiquent pas l'autisme, hein, c'est vraiment d'autres professionnels. Mais voilà, il y a des professionnels qui peuvent vous diagnostiquer et dans chaque région, il y en a, même si des fois, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est important quand on a un doute de... Voilà. Maintenant, si c'est quelqu'un de l'Église, jamais lui parler d'autisme, de pathologie ciblée quand on ne sait pas. Ça, je l'avais dit sur la première vidéo, parce qu'on n'est pas médecin, premièrement, et puis voilà, on n'est pas formé. Mais si on a un doute sur un enfant, par exemple, on est enseignant à l'école, pas à l'école du dimanche, à l'enseignement des enfants, on a un doute sur le comportement d'un enfant, eh bien, ne pas hésiter à en parler aux parents parce que lui, peut-être, il se pose la même question parce que la maîtresse lui remonte les mêmes choses. Donc, voilà. Et ne pas hésiter d'orienter les gens vers des professionnels, même quand c'est dans le cadre de l'Église. Voilà. Alors, est-ce que c'est une mode, tout ça? Non. Moi, je l'entends trop souvent. Et il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas une mode. Franchement, on a autre chose à faire
que de se revêtir d'autisme, de TDAH ou autre. C'est des choses lourdes à vivre, même si, par la grâce de Dieu, on peut bien les vivre. Mais franchement, on a autre chose à faire. Donc ça, c'est vraiment un préjugé qu'il faut couper à la racine parce qu'il fait plus de mal qu'autre chose. On l'a dit, ce ne sont pas des enfants systématiquement mal élevés. Il y en a, hein, je ne dis pas le contraire. Mais moi, ceux qui viennent dans mon cabinet, ce n'est pas des enfants mal élevés, c'est des enfants qui ont des vrais troubles et qui ont besoin d'être orientés, accompagnés. Et est-ce que ce sont des comportements pécheurs? Alors ça, c'est une question que j'ai voulu intentionnellement mettre parce que moi, on m'a dit un jour, mais ton fils, il n'est pas autiste, il est pécheur. Alors moi, j'ai envie de répondre, oui, il est pécheur, comme tout le monde, mais il a aussi autre chose. Et donc, du coup, on ne peut pas tout réduire au péché. Alors oui, le trouble neurodéveloppemental, comme n'importe quelle autre pathologie, est la conséquence de la chute. Nos corps sont soumis au péché voilà, originel par rapport à tout ce qui est maladie, etc. Mais Dieu fait grâce et heureusement, il fait grâce aussi à ces personnes. Et heureusement, on peut être autiste, on peut être TDAH et aimer le Seigneur de tout son cœur et être lavé de notre péché par le Seigneur et marcher avec lui. Donc, il ne faut pas tout réduire à quelque chose de négatif. Voilà. Est-ce qu'on peut les accueillir dans l'Église? Oui, oui, oui. Et je dis même, je parle de responsabilité, mais j'ai envie de dire pour les troubles neurodéveloppementaux, mais pour toutes les personnes en situation de handicap, que ce soit moteur ou mental, c'est important d'accueillir les personnes dans nos églises, de faire des efforts d'adaptation au mieux de ce qu'on peut faire, et dans nos foyers. Je veux dire, Jésus nous apprend à nous aimer les uns les autres, et l'amour, c'est une action, d'accord? C'est pas seulement le dire. Jésus aime tous les enfants et toutes les personnes et le handicap. La différence n'est pas un obstacle à sa grâce. Alors, juste parler de foi sur 2 slides, pour moi, c'est extrêmement important. Pour moi, déjà, se dire Dieu est souverain. Il est Dieu. Il a le pouvoir de changer toute personne selon son dessein. S'il veut guérir une personne, s'il veut enlever les troubles de l'autisme d'une personne ou du TDAH ou quoi que ce soit, il peut le faire. On ne peut pas le limiter, d'accord? Mais je crois aussi que il ne va pas le faire pour tout le monde, d'accord? Et que je pense que dans ces spécificités-là où il y a des énormes forces, Dieu peut faire de nos faiblesses une force. Moi, il l'a fait avec moi. Il le fait avec mes enfants et je vois sa grâce vraiment au quotidien à travers le handicap. Le handicap est toujours là, mais je vois la grâce de Dieu œuvrer. Le handicap, il a quelque chose de très positif pour nous, tous, pas seulement nous en situation de handicap, mais toute personne, c'est qu'il change nos regards. Souvent, les personnes me disent « Oh là là, depuis que j'ai passé ce temps avec des personnes autistes, je ne vois plus les choses de la même manière, ça m'a touchée. » Parce que ça nous fait aller à l'essentiel. Finalement, est-ce qu'on n'a pas trop de préjugés? Est-ce qu'on n'a pas trop de fonctionnement qui nous empêche d'aimer comme Christ aime? Et ça, c'est important de se dire ça aussi, le handicap, c'est pas une tare, en fait. C'est quelque chose de difficile à vivre, il faut pas le nier, mais ce n'est pas une tare non plus. Dieu peut se glorifier à travers nos handicaps. J'ai voulu vous donner ce verset de 1 Corinthiens 12 qui parle du corps. Donc, c'est un verset que beaucoup connaissent. Alors, peut-être pas tout le monde, je connais pas tout le monde sur la masterclass. Mais il parle du corps, donc Jésus est la tête, et il dit que dans le corps, en fait, Paul, il nous raconte qu'il n'y a personne qui est au-dessus de personne, en fait. L'œil, il n'a pas le droit de dire à la main, tu n'as pas le droit d'être là, ou enfin, voilà. Tout le corps est important. Et à la fin de ce passage, il y a ceci que je vais vous lire, qui pour moi me touche énormément, parce que c'est très fort. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. C'est fort comme terme. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Alors que, humainement, on fait souvent beaucoup plus d'honneur avec ceux qui nous renvoient quelque chose de positif. Et là, Paul nous dit quelque chose de Jésus. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient
afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Qu'est-ce que c'est beau de se dire qu'on peut prendre soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Moi, je trouve cette parole puissante. Quand quelqu'un pleure dans l'église, quand quelqu'un souffre de quelque chose dans l'église, notre rôle, c'est pas de le juger. Notre rôle, c'est d'aller avec lui, de pleurer avec lui, de prier avec lui, de l'entourer de notre amour. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, il n'y en a qu'un seul, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Handicapé, non handicapé, etc. Et ça, c'est très, très, très beau, je trouve. Parlons d'identité. On ne peut pas parler de notre foi sans parler de notre identité. Souvent, on me dit, oui, mais j'ai peur d'aller au diagnostic parce qu'on va me mettre une étiquette. OK. Et je l'entends beaucoup dans l'église. Oh là là, les étiquettes, c'est pas bon. Je l'entends. Je comprends cette peur de l'étiquette, mais je ne crois pas que le diagnostic médical est une étiquette. On ne va pas dire à quelqu'un qui doit être diagnostiqué d'un cancer, ah ben n'y va surtout pas, sinon tu vas avoir une étiquette de cancéreux. Il faut remettre les choses à leur place. Et donc ça, je le comprends, mais ces particularités, en fait, elles sont réelles et importantes. En fait, ça serait grave pour la personne et pour son entourage, finalement, de le nier. Et la personne elle-même doit apprendre à ne pas en faire un prétexte. Ça peut arriver qu'il y en ait qui en fassent un prétexte qui existe à travers ce handicap. Et petit à petit, Dieu les amène à vivre autrement qu'à travers ce handicap. D'accord? Mais c'est un piège, effectivement. Il faut prier pour nous, les personnes qui vivons à travers ce prisme du handicap, parce que on le vit au quotidien. Donc, c'est vraiment un travail avec le Seigneur à faire, de ne pas tomber dans ce piège de n'être qu'une personne en situation de handicap. Nous sommes des personnes avec un vrai handicap qui avaient besoin d'être accompagnées, ça c'est une réalité, mais notre véritable identité de chrétien, elle est en Christ. On n'est pas des handicapés d'abord, on est en Christ et on sera relevé, notre corps sera transformé par la grâce du Seigneur. Il peut l'être de notre vivant, Dieu peut tout, mais en tout cas de gloire en gloire, quand on sera auprès de lui, il le sera. Il y a Nick Vujicic qui n'a ni bras ni jambes qui disait que dans son armoire, il a une paire de chaussures. Il sait que le Seigneur, s'il veut lui donner des chambres, il peut le faire dès aujourd'hui. Et il a dit, de quoi qu'il arrive, même si je ne les ai pas dans ce monde, mes pieds, je les aurai dans l'éternité. Et ça, c'est notre identité. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Personnellement, malgré ce handicap, je sais que Dieu a un plan pour ma vie, moi, Nelly, même si je suis autiste et que ça a été compliqué pour moi pendant des années, et ça l'est encore des fois, souvent même, celle de tous mes enfants, et aussi, il y a aussi un plan pour eux et de mes petits-enfants. Et tout comme pour tous ceux qui sont concernés, si sur cette vidéo, il y a des gens qui sont concernés par le handicap, Dieu, il a un plan pour vous. Que vous ayez un handicap ou pas, il a un plan pour vous et un plan de bonheur. Nous ne devons et ne cherchons pas à exister à travers le handicap. Dieu est tellement bon. Moi, personnellement, il m'a fait plus évoluer à travers sa parole et son action par son Esprit Saint que par les hommes dans mon quotidien et mes difficultés. Même si j'ai été prise en charge au niveau comportemental, que j'ai fait des choses sur moi, etc., si je n'avais pas eu ce culte personnel avec Dieu tous les jours, à chaque fois que j'étais en crise, à chaque fois que j'étais pas bien, que je m'étais fâchée avec un frère ou une sœur parce que j'avais pas compris ce qu'il voulait me dire, etc., c'est à Dieu que j'ai remis les choses. Vraiment, si vous êtes chrétien et avec un trouble du neurodéveloppement, venez à Dieu et c'est lui qui guérira. C'est lui qui guérira les blessures, qui dira, mais là, peut-être tais-toi, etc. Vraiment, il faut être à l'écoute du Seigneur. Moi, il m'a appris à me taire, parce que j'avais beaucoup d'inhibition. J'avais tendance à dire ce que je pensais comme ça, et ça faisait l'effet d'une bombe, d'une violence pour l'interlocuteur en face. Et j'ai une église formidable qui m'a pardonné, mais vraiment, parce que j'ai dit des choses des fois qui étaient vraiment pas gentilles, mais j'en prenais pas conscience. Je les disais avec mon cœur, tout simplement. C'était ce que j'avais sur le cœur. Nous, les personnes avec une particularité telle que celles qui sont évoquées, avons soif de l'action de Jésus dans nos vies. Nous sommes comme tout le monde, en fait, dans le corps. Donc, notre identité est en Christ.
Donc, pour bien accueillir une personne qui a un trouble neurodéveloppemental, enfant ou adulte, il faut déjà comprendre. Donc déjà, si vous ne connaissiez pas, vous avez déjà compris qu'il y a des enjeux qui sont physiologiques, qui sont dans le corps, etc., et qui donnent des troubles du comportement. Donc ça, c'est important. J'ai mis des choses qui, moi, j'ai vécu et qui, je trouve, sont extrêmement blessantes. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'on peut très vite, hein, quand on ne sait pas, dire des choses qui vont blesser la personne et qui peuvent faire que la personne quitte l'église. Et ça, il faut faire attention. Ne pas juger un diagnostic qui a été posé ni le remettre en question. Mais tu es sûr que tu es bien autiste? Mais tu es sûr que ton enfant, il est autiste? Pourtant, il m'a parlé. Hein. Voilà. Non, ça, c'est des choses. S'il y a eu un diagnostic médical, on ne remet pas en question le diagnostic médical. Encore une fois, on ne le fera pas pour quelqu'un qui a un diabète, de l'hypertension, donc on ne le fait pas pour une personne qui a de l'autisme ou du TDAH. Ne pas minimiser le choc pour la famille de la révélation du diagnostic. Ah mais on n'en meurt pas, c'est pas grave. Ben oui, c'est vrai, c'est une réalité, on n'en meurt pas, c'est pas grave. Mais c'est quand même hyper violent pour des parents, pour une personne. Du jour au lendemain, on lui dit, vous êtes autiste. Ben, ok, il y a peut-être un côté très libérateur parce qu'on met des mots sur les mots, mais il y a un côté extrêmement violent aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'important, d'avoir toujours cette envie d'accompagner la personne. Voilà. Plutôt que de minimiser le choc, de dire je suis là. Si tu as besoin de quelque chose, voilà, je suis là, juste là. Voilà. Alors, pratiquement, vous avez une famille qui vient avec un enfant autiste. Je l'ai vu dans une église à Limoges. J'ai trouvé ça très sympa parce qu'il y avait une femme de l'église qui était comme moi, professionnelle de l'autisme et qui, du coup, avait pris en charge plusieurs enfants. C'est une grosse église, plusieurs enfants autistes dans son église. Et du coup, qui a mis en place une fiche d'accueil pour les parents. Voilà, les parents arrivent, ils disent, ben voilà, j'ai un enfant, il a quand même un trouble du neurodéveloppement, donc à l'enseignement des enfants, voilà. Ben, ils avaient préparé une fiche d'accueil où les parents pouvaient noter toutes les particularités de l'enfant, ce qui lui faisait du bien, ce qui lui faisait pas du bien, voilà, leur numéro de téléphone, etc. Donc c'est très chouette pour les équipes de savoir que tel enfant, il a telle particularité, de savoir comment en fait l'accompagner, comment agir avec cet enfant. Échanger avec les adultes concernés quand c'est pas un enfant. Ben, qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que je peux faire quelque chose? Tu ne supportes pas cette odeur? Ah, ben, peut-être est-ce qu'on peut faire en sorte de l'enlever? Enfin voilà. Discuter avec les personnes. Je pense que le dialogue, quand il peut s'installer, c'est le plus important. Faire des espaces dédiés, ça j'en parlerai tout à l'heure sur la prochaine slide. Encourager. Encourager notamment les parents, toujours de dire vous faites de votre mieux. C'est pas parfait, Dieu sait. Vous faites de votre mieux et nous on est là, on fera notre maximum pour vous aider. On fait ce qu'on peut, chacun fait ce qu'on peut. Et ça c'est important de se le dire et de le dire. Et toujours encourager aussi l'enfant, c'est important. Vous vous occupez de l'enfant ou de l'ado, au groupe des ados, ben, encourager. Ben, tu n'arrives pas encore à faire ça, ben, si tu ne peux pas le faire, c'est pas grave. Si tu as envie de le faire, ben, tu peux y arriver. Moi, j'ai confiance en toi. Enfin, toujours être dans cette dynamique d'encouragement, sans forcer, mais de s'adapter quand même à ses capacités, mais toujours être dans cette dynamique d'encouragement. Et pardonner. Une église qui pardonne les troubles du comportement de quelqu'un, qui pardonne les paroles qui ont été dites, qui étaient blessantes alors que la personne ne savait pas, etc. Mais c'est un bonheur d'avoir une église comme ça. C'est vraiment, c'est là qu'on reste dans notre église, en fait, qu'on a trouvé sa place. C'est très important. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai une dame de l'église qui me dit « Oh, ma voisine, elle est venue. Elle était blessée parce que... tu lui as pas dit bonjour. » Alors c'est vrai qu'il y a des moments, en général, je dis bonjour à tout le monde. Je fais pas la bise, mais je dis bonjour à tout le monde. Et ce jour-là, il y a des moments où je peux pas dire bonjour. C'est trop pour moi. Le lien social va être beaucoup plus restreint. Et cette personne, je suis passée à côté d'elle, je l'ai même pas vue. Elle m'a dit bonjour et ça l'a blessée. Ben, même nous, en tant que personne avec un handicap, quand on nous dit ça, d'avoir cette capacité d'aller demander pardon aussi. Je pense que le pardon, et Jésus l'a assez dit, il libère et il construit quelque chose.
Demander du matériel aux parents ou s'équiper. Ben, votre enfant, il a besoin, il n'arrive pas à rester assis sur une chaise. Ben, est-ce que vous avez quelque chose que vous mettez en place à la maison et qui est possible de faire à l'église pour qu'il puisse jouer sans qu'il soit assis sur une chaise? Enfin, ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'il a besoin de manipuler des objets, etc. Enfin, voir avec les parents ce qui est mis en place à l'école et à la maison. Parler des particularités pour faire tomber les préjugés, ça c'est très important. Plus les parents et les personnes concernées sauront que dans l'Église, il y a des personnes qui n'auront pas de préjugés et seront là pour les défendre un peu contre les préjugés, ben, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Tenir un cahier pour noter les besoins spécifiques de l'enfant, donc un peu comme la fiche, et les évolutions de l'enfant. Ça peut être très sympa pour des parents, mais ça peut être sympa pour des parents de tous les enfants et de tous les ados de l'école. On ne dit plus école du dimanche de l'enseignement des enfants. C'est de dire, tel enfant a tel. Alors, que les progrès, hein, on ne reste pas sur le négatif. Tel enfant a fait tel progrès, etc. Pour les enfants, pour les parents, des fois, c'est génial de pouvoir le visualiser et de dire, ah, c'est super. Voilà. Et surtout chez ces enfants-là. Le visuel est très important. Et je l'ai marqué pour les enfants atypiques et les autres. Donc, dans l'approche comportementale qu'on va avoir avec les personnes autistes et TDAH, ça va être, et les 10 aussi, certains, ça va être deux choses, structurer l'espace et structurer le temps. Parce que ça va permettre à l'enfant que tout ne se mélange pas, qu'il n'ait pas besoin de faire le tri lui-même. Donc, ça va libérer au niveau cognition, et c'est très important. Donc, structurer l'espace en fonction de la taille de l'église, des possibilités de l'église, mais ça peut être des tout petits endroits dans la même pièce. Avoir un espace de temps calme, par exemple, chez nous, on a une bibliothèque et on a mis un tapis avec des coussins par terre, un pouf. Et les enfants aiment beaucoup se mettre là à des moments quand tout le monde parle dans l'église et tout ça. Eux, ils vont dans le temps calme, ils vont lire une BD et on sait dans ce temps calme que personne ne doit faire de bruit. Donc, ils sont tout calmes dans ce temps calme. Donc, ça, c'est très sympa. Et puis, un espace avec des activités. On sait que dans tel espace, il y aura telle activité. Et voilà, et on ne va pas faire le temps calme, par exemple, dans ces activités. Et pour les enfants avec un trouble neurodéveloppemental, ça sera très ciblé, ça. Ils n'iront jamais faire le temps calme dans les espaces d'activité. Ça sera très important, cette structuration de l'espace. Structurer les rangements. Si vous voulez que les enfants rangent vos affaires à l'enseignement des enfants, faites des boîtes avec des images pour dire ce que c'est. Par exemple, si c'est pour ranger les ciseaux, vous mettez une petite image avec ciseaux et marquez ciseaux à côté. Donc, l'image va permettre que la personne, qu'elle sache lire ou pas, sache que là, on range telle chose. Et plus vous structurez les choses, et plus les enfants, ça sera simple pour eux. Ils sauront que là, on range ça, etc. Et ça sera beaucoup plus simple. Et limite, ça deviendra un jeu. Et l'utilisation des images. Il y a certains enfants les autistes, ils n'aiment pas trop quand on leur parle trop, quand on leur donne trop de consignes, ça fait trop d'informations. Et l'image va permettre de libérer le cerveau. Donc, si vous mettez des images sur certaines, par exemple, sur les portes ou des choses comme ça pour dire là, c'est ça, etc., ça peut aider ces enfants-là. Structurer le temps, ne pas hésiter à faire un planning au mur pour ces enfants-là, soit avec des images, soit avec des écrits, pour les sorties, pour les temps spéciaux, pour les anniversaires des autres copains. Ça peut être aussi pour ce que vous allez faire comme leçon. Voilà. Soyez créatifs. Faire des organigrammes avec les photos, ça, je pense que c'est très important. J'en ai parlé à la femme de mon pasteur dimanche parce qu'on ne l'a pas fait non plus. Mais faire un organigramme à l'entrée de l'église avec les photos. Voilà, le pasteur, c'est lui. Le responsable de ça, c'est lui. Le responsable de ça, c'est lui, etc. Et donc, du coup, pour les personnes qui ont un atypisme, c'est tout de suite clair. C'est visuel. Elles ne s'en mêlent pas les pinceaux et elles iront tout de suite... elles sauront tout de suite vers quelle personne ça sera beaucoup moins compliqué que de devoir passer par tierces personnes. Là, ça ne va pas le faire. Des horaires de début et de fin de culte, notamment pour les enfants, ça peut être sympa parce qu'ils aiment bien quand il y a un cadre. Utiliser le timer visuel. Donc ça, je l'avais déjà, le timer. Donc le timer, vous voyez, c'est une horloge, là, c'est sur 1 heure
quand vous tournez, donc là, il est sur 40 minutes. Quand vous tournez, vous mettez l'aiguille sur 40. Le rouge, c'est tout le temps qui reste. Et au fur et à mesure que le temps passe, la zone rouge va diminuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zone rouge du tout. Et en fait, pour l'enfant, il n'a pas besoin de savoir lire l'heure, c'est très visuel et il sait d'entrée combien de temps il lui reste quand il voit la zone rouge. Et même les tout petits peuvent utiliser le timer. Moi, ma petite fille, elle a 2 ans, elle utilise beaucoup le timer. Donc, par exemple, un enfant qui vient pour une adaptation, qu'il soit petit ou non, ça peut être même un adulte autiste avec déficience intellectuelle. Des fois, il y en a, ils ont une déficience intellectuelle très importante, donc ils sont comme des tout petits enfants, d'accord? S'il faut faire une adaptation, par exemple, à l'enseignement des enfants dans cette église, et que l'enfant, ça lui crée de l'anxiété, il n'y arrive pas parce qu'il ne peut pas être sans sa mère. Bon, ben, est-ce qu'on ne peut pas, justement, proposer de faire d'abord un quart d'heure? Bon, ben, tu restes un quart d'heure et maman revient te chercher dans un quart d'heure. Donc, maman se met une alarme de son côté et elle le laisse qu'un quart d'heure. La fois d'après, ce sera une demi-heure. La fois d'après, ce sera peut-être 1 heure, etc. Et ça permet à l'enfant de faire des adaptations beaucoup plus facilement que de les mettre tout de suite à l'enseignement de but en blanc pour tout le culte. Proposer des choses simples dans l'église. Et on a les moyens de pouvoir le faire. Des casques anti-bruit. Alors, on n'est pas obligé d'en avoir 10 000. On peut aussi demander aux gens qui sont concernés de ramener le leur. Mais un casque, il faut comprendre qu'un enfant qui, par exemple, ne supporte pas le bruit, comme les enfants avec un trouble neurodéveloppemental, des fois, certains hauts potentiels intellectuels sont aussi hypersensibles au bruit. Ces personnes-là peuvent très vite être fatiguées et très vite être irascibles. D'accord? Donc, avoir un casque anti-bruit, alors souvent les gens me disent oui, mais tu comprends, Nelly, s'il a un casque anti-bruit, il va être dans sa bulle, on n'osera pas aller vers lui. Je dis non, mais parce qu'en fait, on ne communique pas. Si on explique à l'église que le casque anti-bruit, c'est pas pour qu'il ne soit plus en contact avec l'autre, c'est juste pour diminuer les bruits. En fait, dans le casque anti-bruit, on entend tout, sauf que tout est diminué. D'accord? Mais pour la personne qui est hyperacousique, elle va entendre tout à fait normalement dans le casque anti-bruit, alors que si elle ne l'a pas, c'est comme si elle était dans une caisse de résonance. Donc, pourquoi se faire l'impasse d'un casque anti-bruit? Si ça peut fonctionner en expliquant bien au reste de l'église, vous pouvez aller le voir, s'il a son casque anti-bruit, ce n'est pas un problème. Il vous écoutera, il parlera avec vous, il n'y aura pas de souci. Ou des casques audio. Alors là, on sort du trouble neurodéveloppemental, mais par exemple, quelqu'un qui est malentendant, s'il n'entend pas le culte, ça peut être vraiment très embêtant aussi. On a des casques audio, en plus maintenant on a des casques audio en Bluetooth. Ça peut être très intéressant pour les personnes d'arriver au culte et de savoir qu'elles vont pouvoir entendre le culte. Le culte par écrit. Moi, j'avais un pasteur, il y a quelques années, qui faisait tous ses cultes par écrit et qui les mettait à disposition à l'entrée. Donc, on pouvait suivre par écrit pendant qu'il faisait le culte. Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, quand on est plus visuel, c'est hyper chouette. Bon, c'est une gymnastique du pasteur, à condition que le pasteur écrive ses cultes, mais ça peut être très intéressant. Étayer le culte par des versets au mur ou des images projetées. Alors ça, nous, on le fait dans notre église pour... déjà, on le fait pour les chants, mais on peut le faire aussi pour les versets qui sont cités pendant le culte ou pour des grandes lignes qui sont citées pendant le culte. Tout ce qui va être visuel, de toute façon, va capter l'attention des TDAH et des autistes. S'informer sur la luminosité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes avec un trouble neurodéveloppemental qui sont gênées dans les églises par la forte luminosité. Donc, après, il faut voir ce qui peut être possible. Mais est-ce que c'est important d'allumer toutes les lumières de la salle? Est-ce qu'on ne peut pas en éteindre certaines? Enfin bref, est-ce qu'on peut envisager que la personne, elle mette une casquette parce que la casquette va permettre de couper un peu la luminosité? Ça, c'est à voir avec vos conseils, avec vos pasteurs, à discuter avec les personnes concernées. Mais moi, je crois que dans le dialogue, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'elles ont besoin d'une assise différente? Si j'en parle, c'est parce que mon fils a un problème au niveau des jambes, une neuropathie. Et s'asseoir sur un banc ou sur une chaise en bois, c'est très difficile pour lui. Je sais que dans certaines églises, j'ai vu que dans certaines églises, il y a des fois 1 ou 2 fauteuils à l'arrière. Ça, c'est en fonction des besoins. C'est tout à fait envisageable si les locaux s'y prêtent.
Parfois, certains grands enfants, donc c'est ce que je disais, des adultes sont avec déficience et ne peuvent pas aller à l'enseignement des enfants. J'ai eu une maman qui m'a contactée il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, qui m'a dit, mon fils a plus de 20 ans, il a une grande déficience intellectuelle, il est autiste, donc jusqu'à maintenant, il allait avec les enfants, mais comme il a tendance à avoir des comportements violents, bien sûr, on ne peut pas le mettre avec les enfants. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est d'en parler à l'église et de dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Est-ce que il y a quelqu'un dans l'église qui... est-ce qu'on peut... J'ai même vu, je crois, quelqu'un qui m'a dit... Oui, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'ils avaient embauché une... comment on appelle ça? Une éducatrice spécialisée juste pour le temps du culte, pour que les parents puissent aller au culte et que l'enfant puisse, enfin la personne puisse être prise en charge pendant 1 heure. Enfin voilà, je donne que des pistes, hein. Chaque église fait comme elle veut, mais moi je crois que quand on veut, on peut essayer de se donner les moyens. Donc ceci est valable pour tous les handicaps, pas seulement le trouble neurodéveloppemental ou les problèmes liés à l'âge, hein, le casque audio, etc. Ça peut être des problèmes liés à l'âge. Tout ce qui peut être fait dans l'Église pour accueillir l'autre, c'est une bénédiction. Bien vivre tous ensemble, c'est ça l'Église, c'est ça le corps. Accepter l'Église peut amener des aménagements. Ça, c'est important qu'il y ait quand même une acceptation, même si ce n'est pas tous les aménagements, même si on ne pourra pas faire quelque chose pour tout le monde. Mais en tout cas, essayer de faire quelque chose. Et nous, les personnes qui sommes concernées, accepter qu'on ne peut pas non plus tout changer. Voilà. Donc, si chacun vraiment arrive à travailler ensemble, c'est super. Concevoir qu'on est des personnes avec des besoins spécifiques, c'est vraiment très ciblé et de trouver des solutions ensemble pour l'Église locale. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous besoin de Christ dans l'Église. Et quand l'Église arrive à être inclusive, alors Christ se glorifie. Et ça, vraiment, je l'ai vu, c'est magnifique. J'aime ce verset qui dit « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Nelly, merci beaucoup pour ces propos qui sont éclairants, qui sont touchants aussi, qui sont encourageants, qui nous poussent aussi à mettre les lunettes de l'évangile pour regarder les situations qui sont autour de nous, dans nos vies, et pour la manière très pratique aussi dont tu donnes des pistes. Et on arrive petit à petit à la fin de la soirée, mais on avait prévu d'avoir un temps de questions éventuelles. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va quand même prendre quelques minutes. Si vous qui écoutez, vous avez une question que vous aimeriez poser, alors c'est la limite de ça, on ne pourra pas prendre toutes les questions et on va peut-être frustrer certains. Mais je vous encourage maintenant à pouvoir dans le chat poser une question que vous aimeriez poser et qu'on peut prendre le temps de traiter en quelques minutes maintenant. Donc voilà, je vous laisse faire, on regarde le chat, Nelly a accès aussi au chat, donc on vous laisse écrire s'il y a des questions que vous aimeriez poser. Et Nelly pourra prendre le temps de répondre à 1 ou 2 questions dans les quelques minutes qui nous restent encore. De rien, merci à vous. Pour l'instant, ce sont des encouragements et pas encore de questions. Mais peut-être que certains sont en train d'écrire. Tu as peut-être été tellement exhaustive qu'il n'y a pas de questions qui viennent. Après, comme j'avais l'intention de le dire, quelle est la différence entre HPI et autiste? Ben, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Vous étiez là ou pas? Asperger? Ben, en fait, je l'ai dit tout à l'heure. L'autisme, c'est un trouble, c'est vraiment, il y a des vraies spécificités de difficultés au niveau social, au niveau de stéréotypie des gestes répétés, au niveau des intérêts très restreints et envahissants, au niveau sensoriel. Ah oui, un truc que j'ai pas dit, au niveau de la sensorialité. Il y a aussi des problèmes sensoriels dans le HPI, mais pas autant que dans l'autisme. Et dans l'autisme, il y a des hyposensorialités qu'il n'y a quasiment pas chez le HPI. En tout cas, j'en ai jamais vu.
Donc voilà, je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai expliqué les différences. N'hésitez pas à me redemander en privé, sinon... Nelly, j'ai un certain Jean-Yves que j'ai l'impression de bien connaître qui pose une question. Les, les personnes concernées par ces troubles auraient-elles intérêt à en informer l'Église locale? Alors, c'est très personnel, tout dépend aussi de leur vécu, hein, par rapport à ça, si elles ont été beaucoup rejetées, c'est personnel. Mais moi, je pense que oui. Moi, je l'ai dit à mon église, ça a été compliqué au début. Beaucoup m'ont dit, mais t'es sûr, parce que ça se voyait pas. En tout cas, eux le voyaient pas, parce que mine de rien, j'avais une forme de camouflage. Mon mari voyait bien qu'il y avait des grosses difficultés à la maison, mais à l'église, il le savait pas. Bon, ils voyaient hein, que j'étais en difficulté, très sans filtre, très rentre-dedans, tout ça, mais ils avaient mis ça sur le compte du caractère. Et ce qui était intéressant de le dire, c'est de dire, voilà, moi je travaille sur mes troubles, je suis prise en charge, j'y travaille avec le Seigneur aussi. Mais voilà, c'est important que vous le sachiez parce que si jamais ça m'arrive de nouveau, voilà, et avec mon pasteur, on a fait un truc génial parce que souvent, voilà, on se blessait l'un et l'autre et c'était dommage, hein, vraiment. Moi, j'arrivais pas. En plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et alors moi, j'étais complètement, je comprenais rien à ce qu'il me disait et je le prenais toujours mal. Et du coup, ça donnait des situations conflictuelles. Et puis, du coup, quand je lui ai donné mon autisme, donc il était content parce que je l'ai pas. Est-ce que tu peux regarder dans, tu sais, l'armoire très longue qu'il y a dans le couloir près de la baie vitrée, il y a le petit fascicule sur l'autisme, tu sais, à 2 euros là. Je lui ai montré un fascicule que si mon mari le trouve, je vais vous montrer, qui l'a beaucoup aidé, c'est à 6 ou 8 pages, je crois, et qui explique en fait la différence entre l'autisme, le péché et ce que les autistes sont dans l'Église. Et il est très très bien fait, ce fascicule. Et du coup, je l'ai offert à mon pasteur et on a décidé de se faire un geste quand l'un ou l'autre était blessé et de se faire un, carrément un geste comme ça en disant, voilà, là, j'ai pas compris, je suis blessée. Et du coup, ça permet justement de ne plus euh, rentrer dans des relations conflictuelles c'est dommage, qui n'auraient pas lieu d'être, mais qui sont dues à l'autisme et à l'incompréhension. Et je pense que du coup, en le révélant, ça permet aux autres d'avoir un autre regard. Et c'est vrai que ça demande une humiliation, de l'humilité plutôt, mais en même temps, l'humilité avec Christ, c'est bon en fait, j'ai envie de dire. Nelly, est-ce que tu pourras nous donner les références de ce livret? Je pourrais le mettre Oui, alors il est allé voir. Et Oui, mais c'est je t'aurai les deux autres questions. Tu vois ce que tu veux traiter. Il y a une question, comment gérer l'agitation physique d'un enfant pendant un temps calme d'histoire biblique ou apprentissage d'un verset. Et ok. puis une autre question, si tu peux rementionner les professionnels qui peuvent aider à diagnostiquer les troubles évoqués. Ouais. Voilà, je te laisse voir comment tu veux Alors, répondre à ça. l'agitation physique d'un enfant, elle peut avoir beaucoup de raisons. Déjà, il faut essayer de comprendre pourquoi il a de l'agitation physique. Est-ce que c'est parce que il a été séparé de ses parents? Est-ce que c'est parce que ah, je l'ai. Le syndrome d'Asperger. Alors, c'est surtout pour les autistes sans déficience intellectuelle. D'accord. Surmonter les défis et trouver de l'espoir, c'est les éditions CEF. OK. Et vous trouvez ça sur toutes les librairies bibliques en ligne, hein, la CLC, Maison de la Bible, etc. Ça vaut 2 euros. Et ah oui, c'est un peu plus de pages que j'ai dit. Mais c'est rien, hein, franchement, c'est 30 pages. C'est vraiment rien. Et franchement, je le conseille à toutes les églises. C'est un fascicule pour moi qui donne l'essentiel. Le syndrome d'Asperger de Michael Emlet. Emlet. On enverra ça avec le mail, avec Voilà. le lien replay. Donc, l'agitation physique, elle peut être aussi due à... Alors, si l'enfant, il est diagnostiqué, elle peut être due à de la sensorialité, elle peut être due à la motivation aussi. Il ne sait pas, il n'a pas compris ce qu'on attend de lui. Alors, si c'est une histoire biblique, on peut imaginer qu'on ne lui demande pas de rester assis, par exemple.
Parce que souvent, ces enfants-là, rester assis, c'est compliqué. Donc, on lui demande de rester calme, mais de ne pas rester assis. Il peut bouger. On peut lui donner des objets à manipuler, des objets spéciaux qui s'appellent des fidgets. Alors, vous avez le site autismediffusion.com et le site optoys.fr, je vais vous le marquer dans le chat, qui a plein de... Pour les églises, ça peut être intéressant parce qu'il y a plein de... comment on appelle ça? De matériel pour ces enfants-là. Et ça vaut des fois, des matériels des fois qui ne sont pas chers. Donc, ça vaut des fois le coup d'avoir quelques petits trucs. Alors, je vous le mets vite. Donc, voilà, cherchez à comprendre déjà pourquoi cet enfant, il est comme ça. Est-ce qu'il faut l'impliquer aussi? Est-ce qu'il a envie d'être touché, pas touché? Enfin, voilà, il y a plein de choses à savoir. Et quand vous aurez compris, peut-être faites intervenir les parents. Demandez, quand vous êtes à la maison, vous lui lisez une histoire, comment vous faites? Peut-être c'est un enfant, il ne supporte pas qu'on lui lise une histoire. Ça peut être tout à fait possible. Donc, c'est intéressant de le savoir. L'apprentissage du verset, ça va être très compliqué pour des enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental. Je pense qu'il faut qu'ils aient... soit ils savent lire et ils ont le verset pour eux. Et le par cœur est un concept compliqué. Il va être facile pour un HPI, il va être beaucoup plus compliqué si on est face à un TSA sans HPI ou un TDAH. Donc, en fait, il faut s'adapter à l'enfant. Chercher la cause de l'agitation physique et après s'adapter en demandant aux parents comment eux ils font. Ils vont vous le dire, hein. Ils vous diront tout de suite comment ils font à la maison. Peut-on avoir une copie de la fiche d'accueil? Alors, j'en ai pas fait, c'est à vous de la créer. C'est-à-dire qu'en fait, mais je pourrais en faire une, j'avoue. En fait, l'idée, c'est de savoir, voilà, est-ce qu'il mange le matin? Est-ce qu'il a besoin de manger, par exemple? Parce qu'il y a des enfants, ils ne peuvent pas avaler un truc avant d'aller à l'église, mais par contre, à 10 heures, ils n'en peuvent plus. Donc, ils enquiquinent tout le monde. Est-ce que quand il y a trop de lumière, ils ne supportent pas? Est-ce que quand il y a trop de bruit, ils ne supportent pas? Est-ce qu'ils ne supportent pas le groupe? Des fois, c'est rien que ça. Donc, trouver le moyen, par exemple, de le mettre dans un coin d'une pièce si lui le souhaite, pour pas que ce soit une stigmatisation. Ça peut être, est-ce que, en fait, toutes les informations à prendre des parents, est-ce qu'il a des troubles? En fait, reprenez la dyade autistique. Est-ce que votre enfant a des troubles de la communication? Est-ce qu'il a des troubles avec les autres? Est-ce qu'il a des troubles sociaux avec les autres? Est-ce qu'il a des intérêts restreints? Est-ce qu'il a des gestes répétés? Et est-ce qu'il a des troubles sensoriels? Déjà, reprenez ça pour l'autisme. Et après, pour le TDAH, comment vous faites pour qu'il arrive à lire une histoire calmement? Quelles sont les pistes que vous pouvez nous donner? Et surtout, deux questions essentielles. Qu'est-ce qui fonctionne avec vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce que ça va vous aider. Si par exemple, ce qui ne fonctionne pas du tout à la maison, le faire entrer en crise, ça va être par exemple, je ne sais pas, de faire un ballon prisonnier. Je dis un truc complètement bête, hein. Par exemple, il ne supporte pas ça. Et vous proposez un ballon prisonnier. Alors, à tous les coups, vous avez une crise. Donc, l'idée, c'est quand même de savoir s'il y a vraiment des trucs qu'il ne faut pas faire avec l'enfant, en fait. Nelly, ça me permet de aller vers la transition. Il faut qu'on arrive au bout, qu'on est au bout du Ouais. timing. Mais est-ce que tu peux dire en quelques secondes, avant de repasser la parole à Jean-Yves pour qu'on conclue la Ouais. soirée, quels sont les professionnels vers qui on peut se tourner si on aimerait avoir un diagnostic pour soi ou pour ses enfants? Alors, je vais faire un peu ma pub quand même. Moi, je fais des dépistages. Les dépistages, c'est pour tout le monde. Les diagnostics, c'est pour les personnes qui ont vraiment un risque. Je fais des dépistages pour orienter vers des diagnostics et pour les grands à partir de 12 ans, je les fais en visio. D'accord? Pour les adultes et les grands à partir de 12 ans. Sinon, en fait, l'idée, c'est peut-être de téléphoner au CRA, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Centre de ressources autisme, pour leur demander s'ils ont des professionnels, ou alors les associations de familles, etc., qui sont dans les départements, les planètes autisme, toutes les associations sur l'autisme et le TDAH, il y en a pas mal dans plusieurs régions. Là, vous leur téléphonez, vous leur dites, voilà, j'ai une suspicion, je ne sais pas vers qui me tourner, est-ce que vous pouvez m'orienter? Souvent, ils ont des listings, d'accord? Il y a pour le TDAH, vous tapez TDAH, vous allez tomber sur TDAH France, je crois.
Et vous avez aussi oula, autismefrance.fr et vous avez le site Autisme Info Service. Alors, Autisme Info Service, il est super parce qu'en fait, tout est expliqué dessus et vous avez un annuaire de professionnels dessus. Alors, tous les professionnels ne sont pas dessus, malheureusement, parce qu'ils n'y pensent pas se mettre sur cet annuaire et j'espère que ça va se démocratiser. Mais en fait, vous aurez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur Autisme Info Service. Nelly, est-ce que je pourrais te demander de m'envoyer un mail avec toutes ces ressources Oui. et comme ça, je les ajouterai au mail qui partira demain ou peut-être après-demain. On va se laisser le temps pour envoyer le lien le replay de ce soir et avec les ressources qui auront été mentionnées. Et du coup, mon cher Jean-Yves, je te passe la main. Oui, merci Mayol et merci beaucoup Nelly. C'est vraiment avec joie qu'on a passé la soirée avec toi. Il y a eu déjà des retours dans le chat qui vont dans ce sens-là. Merci beaucoup pour ce pragmatisme. Aussi, merci pour cette dernière partie aussi qui est concrète aussi par rapport à l'Église. C'est aussi l'un des sujets pour nous. Et puis, un grand merci au nom d'AJC d'avoir pris ce temps pour nous éclairer. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant, édifiant. Merci pour ta sincérité. J'ai aussi été très touché par cette partie sur l'identité que nous avons. Nous sommes en Christ avant tout et nous avons tous la même valeur. Nous avons tous la même valeur qui ne bouge pas, quels que soient les diagnostics ou pas. Donc un grand merci. Et alors peut-être Mayol, est-ce qu'on a le temps de faire un petit flashcode, un dernier flashcode pour peut-être dire en un seul mot qu'est-ce qui vous frappe ce soir. Alors c'est au sens figuré, on l'a tous compris. Donc le petit chat en haut à gauche, enfin le petit flashcode en haut à gauche, vous flashez et vous pouvez écrire en un mot ce qui vous frappe. Et en attendant que vous votiez les uns les autres, je m'en sors. C'est juste le moment de rappeler, comme l'a dit Nelly, que vous pouvez poser des questions à Nelly en privé aussi, par courriel, vous pouvez la contacter. Vous pouvez aussi lui prolonger, affiner par rapport à ce qui a été partagé ce soir. Et puis, Nelly, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je te pose la question à toi. Si on a envie, est-ce que tu peux intervenir dans les églises, par exemple? Est-ce que tu peux aider des groupes, des communautés par rapport à tout ce qu'on a dit et au-delà? En fait, avec mon mari, donc lui, il a un vécu d'être avec une femme autiste et 2 enfants autistes. Et moi, j'ai un vécu en tant que moi-même autiste et 2 enfants autistes et 2 enfants HPI. Et du coup, on a vraiment à cœur d'être à la disposition des églises et de rencontrer surtout les personnes concernées. Déjà de leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, que Dieu les aime, que l'Église, c'est le rôle de toute l'Église de s'aimer les uns les autres, de recueillir aussi leurs souffrances, parce que souvent ils ne savent pas trop où la déposer, leur souffrance, et puis peut-être de donner justement comme ça des pistes aux églises, de dire voilà, est-ce qu'on peut d'observer l'Église, voir un peu comment ils sont installés, de dire pour cet enfant-là, puisque l'idée, ça serait que les familles viennent à ces rencontres où on viendrait, et qu'elles disent quelles sont leurs difficultés, et puis qu'on propose des pistes avec le pasteur, avec d'autres membres de l'Église. Et on a vraiment à cœur de faire un truc comme ça, de vraiment faire des échanges en one-to-one avec les églises en réel. Pour nous, ça serait vraiment quelque chose de très fort. Vraiment, c'est un appel que le Seigneur nous a donné. La seule chose qu'on demande, c'est bien sûr de nous payer le gîte, le couvert et le transport. Enfin, je veux dire, de nous faire venir. Nous, on ne demande rien du tout de plus. Et l'idée, c'est vraiment de libérer la parole et de permettre de prier avec les gens, de dire, voilà, le Seigneur, il est à l'œuvre et il se passe quelque chose par rapport à ce trouble neurodéveloppemental aujourd'hui. Dans les églises, on avance. Et vous allez pouvoir reprendre votre place dans l'église si ce n'est pas fait. Et voilà. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont en marge de mon église, qui ont des enfants autistes, qui m'ont contacté pour cette masterclass et qui ne viennent pas à l'église. Donc, j'ai bon espoir. Voilà. En tout cas, merci avec ce mot de la fin, cette note d'espoir. Merci beaucoup, Nelly. Mayel, est-ce que tu as du neuf sur ce mot qui nous frappe ce soir?
Oui, malheureusement, l'application a l'air trop émue ou dépassée, je ne sais pas, mais elle n'affiche pas les résultats. Mais je peux lire quelques mots en guise de conclusion. Voilà, la neurodiversité, communiquer, entraide, connaissance des personnes neuroatypiques, être à l'écoute dans l'échange, accueil, solidarité, évangile, prendre soin, accueillir, le nombre de personnes concernées par ces troubles, amour en action, identité en Christ qui revient pas mal de fois, accueil, église inclusive, clarté. Normalement, j'espère qu'on pourra récupérer ça et on le mettra dans le PowerPoint qu'on enverra demain. Juste pour répondre juste à un truc, on parle des PCO dans le chat et j'ai oublié de les mentionner, les plateformes de coordination et d'orientation qui sont dans tous les départements aussi, mais le CRA donnera de toute façon les coordonnées des PCO dans les départements. Voilà. Merci beaucoup, Merci pour la Nelly.